Vient de paraître aux éditions Contretemps une biographie du cardinal Méry Delval. Méry Delval, un cardinal pour hier et pour aujourd'hui, 1865-1930. Voilà, cette biographie est l'œuvre du professeur Roberto de Mattei, à qui nous devons, chez le même éditeur, il y a 2 ans maintenant, une histoire du Concile Vatican II. Alors, le cardinal Méry Delval est surtout connu pour avoir été pendant 11 ans le cardinal secrétaire d'État de Saint-Pilice. Alors, à travers cette biographie, il y a bien sûr la vie du cardinal, son histoire personnelle, mais il me semble qu'au-delà de l'histoire personnelle, l'intérêt principal de cet ouvrage, c'est qu'il nous fait participer à la vie de l'Église pendant cette période, c'est-à-dire la fin du 19e siècle et puis le premier quart du 20e siècle. Alors, le cardinal Méry Delval est né à Londres d'une famille aristocratique prestigieuse avec des ancêtres espagnols, comme le nom l'indique, mais également irlandais. Il est né à Londres, il fait ensuite des études à Rome, et en particulier dans un établissement à l'époque très réputé, qui est l'Académie des nobles ecclésiastiques. C'est un esprit brillant, il parle couramment, sans accent, 5 langues, en plus du latin. Il est ordonné en 1888 et il devient tout de suite chambellan secret du pape. Voilà. C'est un cardinal de curie, c'est-à-dire qu'il va faire toute sa carrière ecclésiastique à Rome. Il ne sera pas évêque diocésain dans tel ou tel diocèse. Il va faire toute sa carrière ecclésiastique dans les services du souverain pontife. Alors, il est ordonné en 1888. Nous faisons tout de suite un lien avec l'histoire de l'Église et en particulier l'histoire de France, puisqu'en 1892, le pape Léon XIII met en œuvre ce que l'on appelle le ralliement. C'est-à-dire qu'il demande aux catholiques de se rallier, c'est le terme consacré, sans arrière-pensée à la République, en disant que les formes de gouvernement sont discutables et que pour le bien commun, il faut que les catholiques acceptent cette forme républicaine du gouvernement français. Alors, c'est un choix éminemment politique, et en particulier dès cette période en 1892, Léon XIII donne comme point de vigilance majeur l'union de l'Église et de l'État. Alors, on ira rapidement au résultat, puisqu'en 1905, ce seront les lois de séparation de l'Église et de l'État. Alors, quelque chose aussi dont nous n'avons aujourd'hui plus conscience, c'est que le cardinal Méry Delval est un homme de tradition, je dirais ce qu'on appellera les catholiques du syllabus, en référence à ce texte de Pie IX. Voilà, sa formation intellectuelle, son tour d'esprit, c'est d'être un catholique traditionnel, antimoderniste, on y reviendra, antilibéral, et Léon XIII lui demande d'appliquer une politique qui correspond pas tout à fait à ses aspirations, mais par obéissance pour le pape, il le fait. En 1896, il a, comme nous l'avons dit, vécu en Grande-Bretagne pendant un temps. Il est un des acteurs majeurs du document pontifical Apostolice Curae et Caritatis, qui décrète comme invalides les ordinations anglicanes. Et en particulier, à cette époque, il va s'opposer déjà à un homme dont on parlera plus tard, qui est le cardinal Rampolla. Voilà, à ce moment, donc, l'Église déclare de manière infaillible que les ordinations anglicanes sont invalides et que les prêtres anglicans ne sont pas prêtres. En 1903, c'est la mort de Léon XIII, et Méry Delval, qui n'est pas encore cardinal, il n'est que monseigneur, est nommé secrétaire du conclave, c'est-à-dire c'est lui qui organise l'élection du supérieur de Léon XIII, qui débouche sur l'élection du cardinal Sarto, le cardinal archevêque de Venise, qui deviendra Saint-Pilice. C'est également l'occasion de rappeler, parce qu'aujourd'hui on l'a peut-être oublié, que l'élection du cardinal Sarto est due au veto posé par le cardinal Pouzina, qui est l'archevêque de Cracovie, au nom de l'empereur d'Autriche-Hongrie, contre la candidature du cardinal Rampolla.
Voilà, c'était un privilège hérité de l'histoire que l'empereur d'Autriche-Hongrie avait droit de veto sur l'élection du pape, ce qui nous paraît aujourd'hui tout à fait étrange. Dès son élection, Saint-Pédis le nomme cardinal secrétaire d'État, donc à la fois cardinal et secrétaire d'État, il a 38 ans. Voilà. Le cardinal secrétaire d'État, c'est le deuxième personnage de l'Église, après le souverain pontife lui-même. Il va vivre ces 11 années de pontificat de Saint-Pédis, donc de 1903 à 1914, dans une grande communion de pensée et d'action avec le souverain pontife. Il a fait sienne la devise de Saint-Pédis, Omnia instaurare in Christo, et en particulier, il va s'illustrer dans la lutte contre le modernisme. Lutte contre le modernisme, dont le pape Saint-Pédis, dans l'encyclique Pascendi Dominici Gregis, avait défini les axes principaux. Également, c'est une période, et là on rejoint l'histoire de France, nous l'avons évoqué tout à l'heure, 1905, ce sont les lois de séparation de l'Église et de l'État, et lui, comme cardinal secrétaire d'État, doit gérer ces nouvelles relations avec le gouvernement français. Et là, la France entre dans une période assez unique de son histoire, donc 1905-1920, puisque 1920, c'est le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et la République française. Pendant 15 ans, les évêques de France vont être nommés sans aucune interférence avec le pouvoir politique. Puisque je rappelle que dans la France d'Ancien Régime, depuis le Concordat de Bologne, aucun évêque ne pouvait être nommé sans l'accord du roi. Et il en était de même pour un certain nombre de sièges abbatiaux, etc. Et que depuis 1920, la règle est que aucun évêque ne soit nommé en France sans l'accord de la direction des cultes du ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc là, on a une période tout à fait particulière de l'histoire de France et le pape Saint-Pédis va procéder à la nomination de 63 évêques. Voilà. Également, on peut noter que cette interférence du pouvoir politique en France dans la nomination des évêques a donné lieu à la célèbre formule que l'on connaît. Le gouvernement veut des coquins, le Saint-Siège veut des saints, ils se mettent d'accord sur des imbéciles. Voilà, ce qui permet de peut-être mieux comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Pie X meurt tout au début de la guerre de 14. Voilà, il est vraiment ravagé par la déclaration de cette guerre et son successeur est élu sous le nom de Benoît XV. Benoît XV choisit un autre cardinal secrétaire d'État et à ce moment-là, le cardinal Méry Delval devient secrétaire du Saint-Office. Secrétaire du Saint-Office, donc il est le gardien de la doctrine de l'Église, mais il est dans une position moins prestigieuse et moins importante que celle de cardinal secrétaire d'État. Et en particulier dans ce cadre-là, il va faire une mise à jour de l'index. Je vous rappelle que l'index, c'est un catalogue, un index, des livres que les catholiques ont interdiction de lire, sauf autorisation bien particulière pour des études, pour un sujet précis, etc. Donc il fait une mise à jour de l'index, cet index ayant été supprimé par Paul VI. Ensuite, vous voyez, 1914-1918, c'est la guerre. Donc, le cardinal Méry Delval doit en particulier gérer les relations difficiles entre ecclésiastiques, entre l'Église d'Allemagne, l'Église d'Autriche-Hongrie et puis l'Église de France. Donc, en 1921, c'est la mort de Benoît XV. Son successeur est le cardinal Ratti, qui devient pape sous le nom de Pie XI. Alors, le cardinal Méry Delval reste à son poste. Je rappelle que Pie XI, c'est deux actions majeures. C'est d'abord la promotion de l'action catholique, donc l'encyclique, en particulier Quadragesimo Anno, dans lequel il met en place ce qui deviendra l'enseignement catholique, et en particulier tous les auteurs s'accordent à penser que le cardinal Méry Delval joue un rôle important dans l'encyclique de Pie XI qui s'intitule Mortalium Animos sur l'œcuménisme, dans lequel le pape définit que l'œcuménisme, c'est le retour à l'Église catholique des églises qui s'en sont séparées.
Autre élément qui rejoint l'histoire de France, qu'évoque de manière tout à fait heureuse et utile le professeur de Mattei, c'est bien sûr la condamnation de l'Action française. Condamnation de l'Action française par Pie XI en 1926, qui va donner lieu en particulier à la renonciation au cardinalat du cardinal Louis Billot, lumière de la théologie, un grand cardinal jésuite, et il est certain que le cardinal Méry-Delval ne voit pas cette condamnation d'un très bon œil. En particulier, nous en avons pour preuve les échanges qu'il a avec le père Le Floch, le père Henri Le Floch, un spiritain, le supérieur du séminaire français de Rome. De même manière, dans cette optique traditionnelle, antimoderniste et antimoderne, au sens des idées modernes, non seulement sous l'aspect religieux, mais sous l'aspect politique, le cardinal Méry-Delval est extrêmement circonspect, on va employer ce qualificatif, sur les bonnes relations que Pie XI cherche à établir avec le régime fasciste, et en particulier par le biais du cardinal Rampolla, avec les accords du Latran en 1929. Voilà, le cardinal Méry-Delval, certainement, considère que ce sont des complaisances avec la modernité qui ne sont pas conformes à la vocation de l'Église. Donc il meurt en 1930 sur ces entrefaites, puisqu'on a dit que les accords du Latran étaient de 1929. Alors le professeur de Mattei insiste, voilà, il a été mal soigné, il meurt, il est encore jeune, hein, ça n'est pas un vieillard. C'est, me semble-t-il, un grand prince de l'Église. À un moment donné, il a cet échange, cette correspondance avec l'archevêque de Tolède. Et donc, le cardinal Méry-Delval, alors il connaît l'Espagne, il parle espagnol, etc. Donc, il vante les mérites de l'Église, la sainteté de l'Église, la grandeur de l'Église, de sa doctrine, etc. Puis, à la fin de sa phrase, il dit « Quant à son personnel, je préfère ne pas vous en parler. » Voilà. Donc, ça aussi, ça doit nous rassurer. C'est-à-dire que voir les affaires d'ambition personnelle, d'une part, de mœurs d'autre part, ça n'est pas d'aujourd'hui. Premier intérêt, un grand prince de l'Église. Deuxième intérêt, c'est un moyen de revisiter l'histoire de l'Église et l'histoire de France, fin 19e et début 20e. Et puis également, je ne saurais conclure sans évoquer, c'est une prière que j'invite chacun à méditer, c'est un grand prince de l'Église, mais qui pendant toute sa vie a conservé la responsabilité, l'aumônerie d'un établissement qui a accueillait des garçons. Un grand prince de l'Église, mais proche du peuple, et en particulier, il est connu pour ce que l'on appelle les litanies de l'humilité. Voilà, les litanies de l'humilité, je crois que nous ne pouvons dire en vérité qu'en tremblant, tellement elles sont une démarche d'humilité qui, pour beaucoup d'entre nous, nous est éloignée. Donc je vous renvoie, Méry-Delval, un cardinal pour hier et pour aujourd'hui, 1865-1930, du professeur Roberto de Mattei, aux éditions Contretemps, pour la modique somme de 22 € et 430 pages, avec une postface du cardinal Mamberti.